Je m'appelle Camille Lefebvre et les funérailles de ma mère ont eu lieu il y a 2 jours. 2 jours. Je portais encore du noir, je me réveillais encore avec la poitrine serrée, je trouvais encore sa tasse à café dans l'évier et j'oubliais, juste une seconde, qu'elle était partie. La maison sentait les fleurs de l'église et des plats cuisinés non ouverts s'alignaient sur le comptoir. Le chagrin était partout, bruyant et silencieux à la fois. Ce matin-là, j'étais assise à la table de la cuisine, fixant le vide, quand mon mari, Antoine, est entré et s'est assis en face de moi. Pas à côté de moi, en face de moi. Il n'a pas cherché à me prendre la main. Il ne m'a pas demandé si j'avais dormi. Il s'est raclé la gorge comme le font les gens avant une présentation au travail. « Camille, il faut qu'on parle », a-t-il dit. J'ai levé les yeux vers lui, mes yeux enflés et brûlants. « Est-ce que ça peut attendre ?» ai-je demandé. Je ne pense pas pouvoir supporter grand-chose en ce moment. Il a hoché la tête une fois, calme, presque poli. « J'ai déjà attendu assez longtemps », a-t-il dit. Je pense que nous devrions nous séparer. Le mot n'a pas atterri tout de suite. Séparer. Il flottait entre nous comme s'il n'avait pas sa place là, comme s'il avait été prononcé dans la mauvaise maison, le mauvais jour. Ma mère a été enterrée il y a 2 jours, ai-je dit lentement. 2 jours. Je sais que le timing n'est pas idéal, a répondu Antoine. Mais nous nous éloignons l'un de l'autre depuis des années. C'est juste être honnête. Honnête. Tandis qu'il parlait, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. Il n'était pas nerveux. Il n'était pas triste. Il était préparé. Sa voix était posée, sa posture détendue, comme si cette conversation avait été répétée bien avant que ma mère ne rende son dernier souffle. Et à ce moment-là, assise dans mon chagrin avec un homme qui semblait soulagé, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Il n'avait pas choisi ce moment par hasard. Ma mère s'appelait Hélène Lefebvre, et c'était le genre de femme en qui les gens avaient confiance sans demander pourquoi. C'était une infirmière syndiquée à la retraite, le genre qui préparait son propre déjeuner tous les jours et découpait encore des bons de réduction même quand elle n'y était pas obligée. Elle m'a élevé avec une discipline tranquille et un amour constant. Pas de discours, pas de drame, juste de la cohérence, facture payée à temps, porte verrouillée la nuit, papier classé soigneusement dans des dossiers étiquetés. En grandissant, je la regardais tout lire avant de signer quoi que ce soit. Elle m'a appris très tôt que l'amour et la responsabilité n'étaient pas la même chose. Qu'être gentil ne signifiait pas être imprudent. Que l'on pouvait avoir un cœur tendre et tout de même se protéger. Après la mort de mon père, nous n'étions plus que toutes les deux. Elle faisait de longues gardes, rentrait fatiguée, et trouvait quand même l'énergie de me demander comment s'était passée ma journée. Pas de manière pressée, mais d'une manière qui disait qu'elle écoutait vraiment. Quand j'ai épousé Antoine, ma mère l'a accueilli poliment. Elle ne l'a jamais critiqué, ne m'a jamais mis en garde directement, mais elle observait. Et de temps en temps, elle me prenait à part et me posait une question qui semblait simple en surface. « Es-tu heureuse, Camille ?» Pas excitée, pas à l'aise heureuse. Je disais toujours oui, et elle hochait toujours la tête comme si elle rangeait la réponse pour plus tard. Durant sa dernière année, elle est devenue plus directe. Pas dure, juste plus claire. Certaines personnes changent quand elles commencent à compter ce qui ne leur appartient pas, m'a-t-elle dit une fois en pliant le linge. Fais attention à la façon dont les gens parlent d'argent. Cela t'en dit plus que leur façon de parler d'amour. Elle m'a aussi fait promettre quelque chose. Quoi qu'il arrive, a-t-elle dit en me serrant la main, tu fais confiance à maître Henri Moreau. Il veille sur cette famille depuis plus longtemps que quiconque. À l'époque, je pensais qu'elle était juste prudente. Je ne réalisais pas qu'elle construisait une armure autour de moi. Quand Antoine et moi nous sommes mariés, notre vie était simple et stable. Nous louions un petit endroit près du centre-ville de Bordeaux. Nous cuisinions à la maison, regardions des films sur le canapé et parlions de l'avenir d'une manière qui semblait pleine d'espoir, pas précipitée. Antoine travaillait dans la vente d'assurance, j'étais conseillère d'orientation scolaire. Nous n'étions pas riches, mais nous étions à l'aise. Du moins, je le pensais. Environ 5 ans plus tard, quelque chose a changé. Cela ne s'est pas produit d'un coup. Il n'y a pas eu de dispute unique, pas de moment dramatique. C'était une collection de commentaires, des petits, faciles à rejeter si on ne regardait pas de près. Antoine a commencé à pointer du doigt les quartiers plus huppés lorsque nous traversions la ville. Il comparait notre voiture à celle des autres. Il parlait des vacances que nous devrions prendre et des maisons que nous méritions.
Il a aussi commencé à parler de mon travail différemment. Tu es trop intelligente pour gagner ce genre d'argent, disait-il. Tu te contentes de peu. Au début, j'ai pris cela pour de l'inquiétude. Puis c'est devenu de la frustration. Puis c'est devenu un ressentiment silencieux. L'argent s'est transformé en tableau d'affichage. Qui contribuait le plus? Qui nous freinait? Qui ralentissait l'ascension? Ma mère l'a remarqué. Elle ne l'a jamais confronté. Elle ne m'a jamais répété ces mots. Mais elle observait comment il parlait, comment ses yeux s'attardaient quand l'argent était évoqué, comment son ton changeait quand le succès appartenait à quelqu'un d'autre. J'ai ignoré tout cela. Je croyais que le mariage signifiait la patience. Que l'engagement signifiait rester même quand les choses devenaient inconfortables. Je me disais que chaque relation avait des phases. Je ne comprenais pas encore que l'amour ne tient pas les comptes. L'avidité, si. Le diagnostic est tombé rapidement et sans pitié. Cancer en phase terminale, pas de progression douce, pas de long délai pour se préparer. Un rendez-vous s'est transformé en plusieurs, et soudain le monde de ma mère s'est rétréci aux chambres d'hôpital, aux horaires de médicaments et aux conversations silencieuses chuchotées la nuit. J'ai pris un congé au travail sans hésitation. J'ai fait un sac et j'ai partagé mon temps entre notre maison et la sienne. Certaines nuits, je dormais sur son canapé. D'autres nuits, je restais éveillé à écouter sa respiration, effrayé par le silence. Antoine ne l'a pas bien géré. Au début, il disait les bonnes choses. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Dis à ta mère que je prie pour elle. Mais bientôt, les plaintes ont commencé. Tu n'es jamais à la maison. On se parle à peine. J'ai l'impression de ne pas compter. Un soir, après une longue journée à l'hôpital, il a dit quelque chose qui m'a stoppé net. Je comprends qu'elle soit malade, mais nous alors? Je l'ai regardé et j'ai réalisé que c'était un test pas d'amour, mais de priorité. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas adouci ma réponse. Ma mère a besoin de moi, ai-je dit. Et je ne m'excuserai pas pour ça. Il s'est tu. Pas en colère, mais renfermé, comme quelqu'un qui prend des notes. Durant ces mois, ma mère et moi avons parlé de tout. Souvenirs d'enfance, vieilles erreurs, choses que nous n'avions jamais eu le temps de dire avant. Une nuit, alors que sa voix était faible et la pièce sombre, elle a tenu ma main et a répété quelque chose qu'elle m'avait déjà dit. Certaines personnes restent gentilles tant que rien n'est en jeu, a-t-elle dit. Regarde ce qui se passe quand elles pensent qu'il y a quelque chose à gagner. Elle m'a fait promettre à nouveau de faire confiance à Maître Henri Moreau. 2 semaines plus tard, elle était partie. 2 jours après l'avoir enterrée, Antoine s'est assis en face de moi à la table de la cuisine et a demandé une séparation. C'est à ce moment-là que j'ai su que ma mère avait eu raison. Le lendemain matin après qu'Antoine eut demandé la séparation, il est revenu avec un dossier à la main. J'étais encore en pyjama, bougeant encore comme si mon corps appartenait à quelqu'un d'autre. Il s'est rassis à la table la même chaise, la même expression calme. J'ai déjà parlé à un avocat, a-t-il dit. J'ai déposé la demande. Voici les papiers. J'ai fixé le dossier. Papier du divorce préparé, organisé, chronométré. Ma mère vient de mourir, ai-je dit doucement. Nous l'avons enterrée hier. Je sais, a-t-il répondu. Mais faire traîner les choses ne fera que les rendre plus difficiles. Nous devrions garder les choses propres. Juste. Juste. Il a commencé à parler de vendre la maison, de partager les actifs équitablement, de la simplicité des choses si nous restions raisonnables. Puis il l'a dit. Tout ce que ta mère t'a laissé ferait partie du mariage. C'est comme ça que ça marche. J'ai levé les yeux vers lui. C'est à propos de sa succession? Il a soupiré comme si je faisais un drame. Pourquoi penses-tu ça? Je suis juste pratique. Pratique. Il a expliqué les lois sur la communauté de biens comme s'il les avait mémorisées. Il m'a mis en garde contre les retards, les complications, ce qui se passe quand les émotions entravent la logique. Avant de partir, il s'est retourné et a ajouté presque avec désinvolture, « Tu devrais probablement parler à un avocat, toi aussi. » Ce n'était pas un conseil. C'était une pression. Et pour la première fois depuis le décès de ma mère, je me suis souvenu exactement de ce qu'elle m'avait dit de faire quand les gens commençaient à compter ce qui ne leur appartenait pas. Le bureau de Maître Henri Moreau était calme d'une manière qui a fait retomber mes épaules dès que je suis entré. Il s'est levé en me voyant,
son visage s'adoucissant. Je suis tellement désolé pour votre mère, Camille, a-t-il dit. Hélène était une femme remarquable. Il ne m'a pas pressé. Il m'a laissé m'asseoir. M'a laissé respirer. Puis il a posé une question. Est-ce qu'Antoine a déjà mentionné votre héritage? Mon estomac s'est noué. Oui, ai-je dit. Il dit que c'est un bien matrimonial. Maître Moreau a hoché la tête lentement, comme s'il s'attendait à cette réponse. Votre mère pensait qu'il le ferait, a-t-il dit. C'est pour ça qu'elle est venue me voir il y a 6 mois. Il y a 6 mois. Avant le diagnostic, avant toute discussion de divorce. Il a ouvert un dossier et l'a glissé vers moi. Votre mère a créé une fiducie de protection du patrimoine, a-t-il expliqué. Tout ce qu'elle vous a laissé y est placé. La maison, les économies, l'assurance, tout. J'ai fixé les chiffres, luttant pour les assimiler. Cette structure a été conçue pour s'assurer qu'aucun conjoint ne puisse jamais réclamer ses actifs, a continué Maître Moreau. Elle a été finalisée bien avant qu'Antoine ne demande le divorce. C'est un bien propre, entièrement protégé. J'ai senti l'air s'échapper de mes poumons. Elle savait, elle chuchotait. Elle soupçonnait, a-t-il corrigé doucement, et elle a planifié. Puis il m'a tendu une enveloppe scellée. Elle m'a demandé de vous donner ceci après vous avoir expliqué le dispositif. À l'intérieur se trouvait l'écriture de ma mère. Familière, stable. Ma fille, a-t-elle écrit, cet argent n'est pas un moyen de contrôle. C'est la liberté. La liberté de partir si tu en as besoin. La liberté de tenir debout sans peur. Les larmes ont brouillé la page. Maître Moreau s'est adossé à son siège. Nous n'allons pas encore le confronter, a-t-il dit. Nous allons le laisser nous montrer exactement qui il est. Pour la première fois depuis la mort de ma mère, je ne me sentais pas impuissante. Je me sentais prête. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, Antoine était déjà là. Il était assis sur le canapé, faisant défiler son téléphone comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas demandé le divorce alors que je planifiais encore les fleurs pour la commémoration de ma mère. Tu as parlé à un avocat, a-t-il demandé sans lever les yeux. Oui, ai-je dit, gardant ma voix stable. Cela a attiré son attention. Il a levé les yeux immédiatement. Et ils ont dit que contester cela ne ferait que rendre les choses plus coûteuses, ai-je répondu. Nous devrions probablement aller de l'avant. J'ai vu ses épaules se détendre légèrement, comme quelqu'un qui pensait avoir repris le contrôle. C'est mature, a-t-il dit. Je savais que tu entendrais raison. J'ai hoché la tête. Il y a plus dans la succession de ma mère que je ne le réalisais. Ses yeux ont changé. Pas énormément, juste assez. Combien en plus, a-t-il demandé. Assez pour que cela complique les choses, ai-je dit prudemment. Il s'est penché plus près. Eh bien, nous pouvons régler ça ensemble. Nous sommes toujours mariés. Pas besoin de rendre cela plus difficile que nécessaire. Ce soir-là, il a suggéré de réemménager complètement. Il a dit que cela économiserait de l'argent. Il a dit que des adultes pouvaient gérer les choses calmement. Chaque partie de moi voulait dire non. Au lieu de cela, j'ai accepté qu'il puisse rester dans la chambre d'amis. J'ai souri en le disant. J'ai gardé un ton doux, coopératif, car parfois la décision la plus sûre est de laisser quelqu'un croire qu'il est en train de gagner. Et Antoine l'a cru complètement. 3 jours plus tard, Antoine m'a intercepté dans la cuisine alors que je versais du café. J'ai besoin de te parler de quelque chose, a-t-il dit, soudainement enjoué. Je suis resté où j'étais. À propos du divorce? À propos d'une opportunité, a-t-il répondu. Pour nous. Ce mot encore, nous. Il a sorti son téléphone et a commencé à parler vite. Un ami de fac, une nouvelle entreprise, un accès anticipé, des places limitées, le genre d'histoire qui semblait impressionnante si on ne prenait pas le temps de l'analyser. Il cherche des investisseurs, a dit Antoine. Des sérieux. Et j'ai pensé qu'avec l'argent de ta mère qui arrive, le timing pourrait être parfait. Ma prise s'est resserrée sur la tasse. Combien? Ai-je demandé. 96 000 euros? A-t-il dit rapidement. Juste comme une avance sur ma part. Ma part. Il l'a expliqué comme s'il était logique que, puisque nous étions toujours mariés, il était censé que l'argent soit partagé de toute façon, que cela me bénéficierait en fait à long terme. C'est temporaire, a-t-il ajouté.
Nous ajusterons les chiffres une fois que tout sera finalisé. Je l'ai regardé et j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Il ne demandait pas. Il supposait. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit. Son sourire s'est crispé. Bien sûr, mais pas trop longtemps. Il a besoin d'une réponse d'ici vendredi. Cet après-midi-là, je suis allé directement au bureau de Maître Henri Moreau. Il a écouté sans m'interrompre. Puis il a hoché la tête une fois. C'est ça, a-t-il dit. C'est le moment que votre mère avait prédit. J'ai senti ma poitrine se serrer. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maître Moreau a fermé le dossier devant lui. Maintenant, on arrête de le laisser imaginer, a-t-il dit. Maintenant, on lui montre exactement ce que votre mère a mis en place. Je suis rentré chez moi en sachant que quelque chose d'important avait basculé. Antoine avait fini de faire semblant. Et moi aussi. La réunion a été fixée au lundi matin au bureau de Maître Henri Moreau. Antoine est arrivé tôt, habillé plus élégamment que d'habitude, avec son avocat à ses côtés. Maître Stéphane Girard ressemblait exactement à ce que j'attendais, costume coûteux, sourire confiant, le genre d'homme qui parlait comme si les résultats étaient déjà décidés. Ils se sont assis en face de nous à la longue table de conférence. Antoine ne voulait pas me regarder. Il n'en avait pas besoin. Il pensait savoir comment cela allait finir. Maître Girard a parlé le premier. Mon client pense que cela peut être résolu rapidement, a-t-il dit. Madame Lefebvre a récemment reçu un héritage pendant le mariage. En vertu des principes de la communauté de biens, ses actifs doivent être divisés équitablement. Maître Moreau a hoché la tête calmement. Il ne s'est pas pressé. Il a ouvert un dossier et l'a glissé vers l'avant. Votre client se trompe, a-t-il dit. L'héritage de mademoiselle Lefebvre n'est pas un bien matrimonial. Antoine s'est penché en avant. Ce n'est pas possible, a-t-il dit. Nous sommes mariés. La voix de Maître Moreau est restée stable. 6 mois avant son décès, Hélène Lefebvre a établi une fiducie de protection du patrimoine. Chaque actif y a été placé avant tout dépôt de demande de divorce. Mademoiselle Lefebvre est la seule bénéficiaire. La structure exclut explicitement les réclamations du conjoint. Maître Girard a pris le document et a commencé à lire vite. Trop vite. Sa confiance s'est estompée ligne par ligne. Cette fiducie est irrévocable, a continué Maître Moreau. Elle est juridiquement solide. Elle ne peut pas être contestée avec succès. Le visage d'Antoine a changé. Elle n'avait pas le droit de faire ça, a-t-il claqué. Cette femme savait ce qu'elle faisait. J'ai parlé pour la première fois. Ne parle pas de ma mère, ai-je dit calmement. Pas comme ça. La pièce est devenue immobile. Maître Girard s'est raclé la gorge. Contester ceci sera coûteux, a ajouté Maître Moreau. Et vous perdrez. Antoine a finalement compris. Il ne perdait pas de l'argent. Il perdait le contrôle. Antoine ne m'a pas appelé après la réunion. Au lieu de cela, il est allé sur Internet. Ce soir-là, mon téléphone a commencé à vibrer avec des messages de personnes à qui je parlais à peine. D'anciens collègues, des parents éloignés, quelqu'un de l'église demandant si j'allais bien. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je l'ai vu. Un long post sur la page de réseau social d'Antoine. Calme, soigné, écrit pour paraître raisonnable. Il disait qu'il avait demandé le divorce parce que j'étais contrôlante, que je l'isolais, que je me souciais plus de l'argent que du mariage. Il prétendait que j'essayais de garder ce qui devait être partagé. Le lire donnait l'impression d'être effacé et réécrit en même temps. Pendant un instant, j'ai voulu répondre, expliquer, me défendre ligne par ligne. J'ai appelé Maître Moreau à la place. Ne faites rien, a-t-il dit sans hésitation. Ne répondez pas. Ne le corrigez pas, sauvegardez tout. Mais les gens le croient, ai-je dit. Ils commentent, partagent. Je sais, a répondu Maître Moreau. Et c'est exactement pour cela que vous devez rester silencieuse. Les tribunaux ne se soucient pas des postes. Ils se soucient des schémas, des preuves, du comportement. Alors, j'ai pris des captures d'écran. J'ai sauvegardé les dates. J'ai noté chaque message et chaque appel. Léa est venue ce soir-là et s'est assise avec moi sur le canapé. Il essaie de contrôler l'histoire parce qu'il a perdu le contrôle de l'argent, a-t-elle dit. Laisse-le parler. Elle avait raison.
Les gens qui me connaissaient vraiment ne posaient pas de questions. Ils prenaient de mes nouvelles. Et ceux qui le croyaient sans poser de questions se révélaient eux aussi, discrètement. Je suis allé me coucher ce soir-là secoué mais lucide. Si Antoine avait besoin de bruit pour se sentir puissant, j'utiliserais le silence. Parce que le silence, lorsqu'il est soutenu par la vérité, n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. 3 jours après que le post d'Antoine soit devenu viral, je suis rentré dans un calme qui semblait faux. La porte d'entrée était ouverte. Je suis resté figé sur le porche, les clés toujours à la main, le cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Je ne suis pas entré. J'ai reculé, je suis monté dans ma voiture, j'ai verrouillé les portes et j'ai appelé la police. Ils sont arrivés rapidement. Quand les officiers sont ressortis, l'un d'eux m'a regardé doucement. « Vous allez vouloir voir ça », a-t-il dit. Ma maison semblait avoir été retournée sens dessus dessous. Tiroirs vidés, cadres brisés, placards ouverts. Quelqu'un avait tagué un mot à la peinture en bombe sur le mur de ma cuisine, avide. Dans ma chambre, mes bijoux étaient éparpillés sur le sol. Pas volé détruit. Le collier de ma mère gisait en morceaux. Sur le miroir, écrit avec la même peinture, se trouvaient les mots « Tu le regretteras ». Je n'ai pas crié. Je ne pouvais pas. Je suis juste resté là à trembler pendant que les officiers prenaient des photos et posaient des questions. Cette nuit-là, je suis resté chez Léa. Le lendemain matin, je suis retourné à la maison avec la police et j'ai trouvé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Des gens. Des voisins, des membres de l'église, des femmes qui connaissaient ma mère depuis des années, des hommes qui se souvenaient qu'elle les avait aidés quand personne d'autre ne le faisait. Ils avaient apporté des gants, des produits de nettoyage, de la nourriture. J'ai entendu l'un d'eux dire « Tu ne feras pas ça toute seule ». Pendant des heures, ils m'ont aidé à nettoyer, à repeindre et à remettre les choses en place. Ils ont raconté des histoires sur ma mère, sur sa gentillesse, sur sa force. Le chagrin m'avait dépouillé, mais dans ces décombres, j'ai vu clairement. Antoine avait essayé de m'isoler. Au lieu de cela, il m'a rappelé exactement qui était ma vraie famille. L'audience pour la caution a eu lieu 2 jours plus tard. Antoine se tenait devant le juge, paraissant plus petit que dans mes souvenirs, fatigué, mal rasé. La colère qu'il alimentait autrefois n'avait plus nulle part où aller. Le procureur a présenté des photos de ma maison, le vandalisme, les menaces, la chronologie. L'avocat d'Antoine a essayé d'expliquer cela par le stress, le chagrin, comme un homme submergé par la perte. Le juge n'a pas été d'accord. Une ordonnance restrictive temporaire a été accordée. Antoine a reçu l'ordre de rester loin de moi, de ma maison et de mon lieu de travail. Des accusations criminelles ont suivi. Le divorce a avancé rapidement après cela. Il n'y avait plus de long combat. Sans accès à mon héritage, Antoine n'avait plus aucun levier. Le règlement final était simple. Nous avons divisé uniquement ce que nous avions construit ensemble. Le reste est demeuré intact, exactement comme ma mère l'avait voulu. Quand le juge a signé les papiers, j'ai senti quelque chose se soulever de ma poitrine. La liberté. Dans les mois qui ont suivi, j'ai reconstruit ma vie tranquillement. J'ai rénové la maison de ma mère et je l'ai gardée. J'ai repris mes études. J'ai voyagé pour la première fois sans demander la permission à qui que ce soit. J'ai aussi créé une petite bourse d'études au nom de ma mère. Quelque chose de stable, quelque chose de durable. Les gens me demandent maintenant si je regrette mon mariage. Non. Je regrette d'avoir ignoré les premiers avertissements. Je regrette d'avoir douté de la femme qui m'aimait assez pour planifier des dangers que je ne pouvais pas encore voir. Ma mère ne m'a pas laissé d'argent. Elle m'a laissé une protection. Elle m'a laissé des choix. Elle m'a laissé la force de partir sans peur. Si cette histoire est restée avec vous, prenez-la comme un rappel. Faites attention à la façon dont les gens agissent quand quelque chose est en jeu, protégez-vous sans culpabilité. Et si vous pensez que des histoires comme celle-ci comptent, aimez la vidéo, partagez-la et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Votre voix compte aussi.